Bonjour à tous, bienvenue à cette session consacrée aux hépatites virales, le point en 2017. Donc, moi-même, Firouzeh Banisadr, infectiologue à Reims, et Jacques Isopé, virologue à Toulouse, modérons cette session. Et nous demandons à Madame Chemin Isabelle de venir donc nous parler des nouveaux variants de l'hépatite B. Madame Chemin Isabelle qui travaille à l'INSERM à Lyon. Donc bonjour, donc je suis très contente d'être là et je remercie les organisateurs de m'avoir invitée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux variants de l'hépatite B ou tout du moins des nouveautés concernant ces variants qui ont bien évolué à travers le temps. Donc le virus de l'hépatite B, sa variabilité repose sur deux grands axes, une diversité génotypique, puisqu'au-delà de 8% de variabilité dans le génome, on considère un nouveau génotype, et 4% pour les sous-génotypes. Il y a également une diversité qui émerge chez l'hôte, donc chez le porteur chronique, avec l'émergence de quasi-espèces. Donc d'où viennent ces variabilités? Elles reposent essentiellement sur le fait que l'ADN polymérase virale, qui est aussi une reverse transcriptase, puisque ce virus se réplique par un intermédiaire ARN, c'est un petit peu sa singularité, donc n'a pas d'activité de relecture et donc on génère à ce moment-là de nombreuses mutations. Il a été également évoqué que l'exposition à des carcinogènes chimiques pouvait produire des adduits à l'ADN du virus et induire à long terme des mutations. Donc cette variabilité, elle émerge également, comme le petit exemple ici, récemment, avec l'émergence, ou du moins l'identification de deux nouveaux génotypes. Il y en avait 8 jusqu'à présent, nous en avons donc 10. Et ici, le génotype J, qui est un recombinant entre un virus de l'hépatite B humain, génotype C, et un virus de gibbon. Et ceci donc constitue le génotype J qui est retrouvé en Asie. Donc les virus des hépatites ont une distribution singulière en termes de génotypes à travers le monde, avec des singularités comme la présence du génotype E prédominant en Afrique de l'Ouest, le génotype F chez les Amérindiens, ou encore la prédominance des génotypes A et D en Amérique du Nord et en Europe. Ici, on voit un variant qui s'appelle le variant recombinant CB, qui est prédominant au Tibet. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans le fait d'effectuer ces génotypages et de les identifier? Eh bien, ces différents variants viraux n'ont pas les mêmes caractéristiques cliniques et le même impact. Également, une histoire naturelle qui diffère. Par exemple, entre le sous-génotype A1 et A2, on voit que le mode principal de transmission est horizontal pour le A1, donc essentiellement chez l'adulte, alors que pour le A2, la transmission est verticale de la mère à l'enfant. La positivité pour l'antigène HBE, qui reflète un taux de réplication élevé, est également variable. La progression vers la cirrhose et le cancer vont varier également. Et la réponse au traitement interféron est hautement variable, avec une réponse qui est tout à fait intéressante pour les génotypes A, mais qui diminue pour le génotype B, C et D. Donc ces virus sont un petit peu différents en termes de séquence, mais également donc, ont une variabilité en termes de taille globale. La virémie moyenne est également variable, avec, par exemple, pour le génotype B, une moyenne de virémie basse, alors que pour le C, qui est un génotype dit plus agressif, présent en Asie, cette virémie moyenne est élevée. La fréquence des variants pré-S, donc on reparlera dans la présentation, est également très variable d'un génotype à l'autre. Ce sont des mutations, essentiellement des délétions, dans une partie de la protéine d'enveloppe virale. Donc les mutations dans le gène de la capside ont été beaucoup étudiées
Et leur fréquence est également très variable d'un génotype à l'autre. Vous pouvez voir ici, donc pour le génotype A, c'est très fréquent, alors que c'est très faible pour B et D. Donc pour certains génotypes, comme en particulier le génotype E, on manque cruellement de données. Donc cette évolution du virus de l'hépatite B, elle s'est faite donc depuis très longtemps, puisqu'on connaît des virus des hépatites chez les aviaires, donc ce qui tente à laisser penser que le virus existait déjà chez les dinosaures. Et ici, juste une petite représentation des échanges entre les différentes lignées humaines. Et on peut supposer, donc ceci vient d'un article sur l'hépatite B, qu'il y a eu également des échanges en termes de virus entre, disons, à une époque assez reculée. Ceci est également vrai entre les différentes espèces de primates. Ceci est un concept assez récent, même si dans la littérature, il y avait donc un certain nombre de données qui supportaient cette hypothèse. Mais depuis 2017, donc, de nombreuses revues sont sorties qui font le point et qui démontrent que entre les différentes espèces de primates, il y a eu de nombreux échanges donc, entre des espèces de singes, entre l'homme et certains singes, chimpanzés, babouins, macaques. Et donc tout ça a une importance en termes évolutifs et explique en partie pourquoi, depuis des décennies, le calcul de l'origine, du point d'origine de l'hépatite B est un échec, puisqu'en fait c'est une situation assez complexe avec des recombinaisons fréquentes et des échanges interespèces. Donc au quotidien, qu'est-ce qui se passe pour le virus de l'hépatite B? C'est un virus qui se réplique donc très fortement avec la production par jour de 10-12 particules virales et avec, comme je le disais, un taux d'erreur qui n'est pas négligeable du fait du manque d'activité de relecture de son ADN polymérase. Donc ce virus se réplique, a donc un taux de mutation qui est environ 100 fois plus élevé que les autres virus à ADN, avec une génération de l'ordre de 10 puissance 10 à 10 puissance 11 mutations ponctuelles par jour chez un patient chroniquement infecté. Cela place le virus de l'hépatite B comme intermédiaire entre les taux de mutation des virus à ARN et des virus à ADN. Donc ces mutations, comme je l'évoquais, sont introduites à travers l'ADN polymérase virale lors de la synthèse, donc transcription inverse qui mène à la synthèse de l'ARN viral, mais également lors de la synthèse de l'ARN prégénomique par des polymérases cellulaires. Un autre mécanisme est l'introduction de mutations ponctuelles par des cytidines déaminases cellulaires qui sont censées s'occuper donc de l'édition de l'ADN viral. Également, des phénomènes d'hypermutation de G vers A ont été notés in vivo, liés à également l'hyperactivation de certaines enzymes virales et certaines protéines virales comme ApoBec. Donc ces variants viraux se situent dans différentes régions du génome, dans le gène S qui code pour l'enveloppe virale, dans le gène P qui code pour la polymérase, dans le gène C qui code pour la capside, mais également pour sa forme soluble HBE, et dans le gène X qui code pour une protéine transactivatrice. Ces variants entraînent des échappements à la réponse immune, des résistances aux drogues, parfois un caractère plus tumorigénique, mais également une combinaison des deux avec un échappement viral et une maladie du foie plus grave. Donc ces variants viraux apparaissent essentiellement dans la phase chronique, bien que le taux de réplication soit plus faible, mais de par sa durée. Donc en fait, certains ont été bien identifiés et à travers des études épidémiomoléculaires ont été identifiés comme associés à certains traits cliniques. Par exemple, ici, vous pouvez voir une mutation dans le gène précorps-corps qui entraîne une progression rapide, plus rapide en tout cas, vers la cirrhose et le CHC. Également pour cette mutation en position 1752. D'autres mutations ont été identifiées comme reliées à des hépatites fulminantes,
En tout cas, toutes les mutations dans cette région entraînent des formes plus sévères de l'hépatite. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Je dirais que pour simplifier, donc c'est essentiellement par l'augmentation de la réplication virale, comme on voit ici. Donc, toutes ces mutations augmentent la réplication du virus et, en contrepartie, diminuent l'expression de l'antigène HBE, participant à l'échappement à la réponse immune et donc à l'aggravation de la maladie. Dans la protéine d'enveloppe virale, donc de nombreux, ici est représenté le déterminant qu'on appelle antigénique, car il est exposé à la surface des particules virales et donc interagit avec les anticorps, que ce soit donc dans la réponse immune ou dans la reconnaissance par des immunoessais. Donc en fait, dans cette région, elle est la cible de nombreuses mutations et de nombreuses substitutions listées ici, et insertions ont été identifiées dans cette zone. Nous avons nous-mêmes donc pu identifier un variant assez spectaculaire puisqu'il possédait sur ce déterminant antigénique 11 substitutions. Il s'agissait d'un cas d'hépatite B dite occulte, antigène HBS négatif, qui a réactivé sous la forme d'une hépatite fulminante. Dans ce cas, donc, les mutations, les substitutions observées étaient soit fréquentes dans cette protéine virale, mais rares dans le génotype ici présent, génotype D. 4 étaient rares, mais avaient déjà été isolées chez des patients ayant une hépatite B occulte. Et une, ici en rouge, était tout à fait unique. Donc ici, c'est un cas assez spectaculaire, puisque 11 substitutions étaient présentes et on comprend bien que le patient était considéré comme antigène HBS négatif, puisque les tests évidemment existants ne peuvent pas reconnaître une telle série de substitutions. Donc, que sont ces hépatites B occultes? Donc, beaucoup d'entre vous ont dû en entendre parler, mais il s'agit d'hépatite virale à HBV où on détecte l'ADN du virus dans le foie, éventuellement dans le sérum, chez des individus qui sont négatifs pour l'antigène HBS. Donc, ces infections B occultes sont divisées en deux grands groupes. Les hépatites séropositives, où on détecte des anti-HBC ou des anti-HBS, et les hépatites B occultes séronégatives, où on ne détecte aucun des deux systèmes d'anticorps. Globalement, l'absence de détection de l'antigène HBS peut être attribuée donc soit à la présence de variants, tels que celui que je vous ai montré qui était un petit peu spectaculaire, mais dans la majorité des cas, en réalité, il n'y a pas de mutation, et en fait, c'est une suppression de la réplication du virus, et donc une expression très faible. Donc d'ailleurs, récemment, nous avons mis au point, développé un test HBS antigène très sensible, un test 6 mois en collaboration avec Biomérieux à Lyon. Et dans ce test, donc, qui est 70 fois plus sensible que les tests existants du commerce, nous avons pu mettre en évidence un tiers de ces infections occultes qui devenaient donc détectables et qui sont donc avec des taux d'antigène HBS très faibles, mais qu'on peut mettre en lumière avec un test plus sensible. Donc, les mutations qui concourent à développer des infections B occultes, comme on l'a vu, peuvent être localisées dans le déterminant antigénique du virus et donc mener à la synthèse de particules HBV qui ne sont pas reconnaissables par les tests commerciaux. Également, il peut y avoir des phénomènes dus aux mutations, des changements dans le splicing de l'ARN prégénomique qui mènent à la synthèse de particules virales défectives. Et également, ces variants viraux peuvent apparaître suite aux traitements antiviraux que vous connaissez. Et pourquoi? Parce que les gènes dans le virus de l'hépatite B sont chevauchants et donc des mutations dans la polymérase virale peuvent entraîner une négativité et une absence de détection de l'antigène HBS. Donc ce splicing a été étudié, ce phénomène de splicing a été étudié et la plupart des événements se passent dans la protéine d'enveloppe. Ce sont des pistes actuellement et ce sont des choses qui
qui demande à être exploré plus avant. En tout cas, une partie des infections occultes de l'hépatite B sont certainement reliées à ce type de phénomène qui amène à avoir donc des particules, des protéines synthétisées qui sont tronquées et donc dont la reconnaissance est donc altérée. Donc on sait que l'infection par le virus de l'hépatite B entraîne des changements de méthylation à la fois sur l'ADN de l'hôte, avec globalement une hyperméthylation d'un certain nombre de gènes cibles, mais il y a également des variations dans la méthylation du virus lui-même. Nous avons un peu exploré cette hypothèse en regardant donc différents, ce qu'on appelle des îlots CPG, dans la protéine d'enveloppe, la protéine X ou la protéine de capside. Et ce que nous avons pu noter d'intéressant, c'était que, en effet, dans certaines sous-catégories de patients, ici les infections occultes ayant mené au développement de cancer du foie, nous avions en fait une hyperméthylation du gène S et donc un silençage, si on peut dire, de la protéine HBS. Donc les différents mécanismes qui mènent aux hépatites B occultes reposent sur la réponse immunitaire, les co-infections que je n'ai pas développées ici, des mutations d'échappement, l'hyperédition par apobec, et également des phénomènes épigénétiques, donc de méthylation-acétylation, de splicing et aussi de régulation par les miRNA. Donc ici, une autre synthèse pour montrer en fait la grande variété des situations qui peuvent mener à ces infections dites occultes. Donc ici, on retrouve les co-infections. Donc ça pourrait faire l'objet d'une présentation évidemment entière. Il y a le phénomène d'intégration virale, puisqu'on sait que le virus de l'hépatite B s'intègre assez tôt au cours de l'infection. Certains disent même qu'il y a des événements d'intégration en phase d'hépatite aiguë. Et en tout cas, donc une fois intégré, il y a toujours une action des protéines virales, mais qui sont synthétisées en bien moins grande quantité, pouvant donc amener à ce profil, à ce phénotype d'hépatite B occulte. Donc également l'hyperédition liée à apobec qui entraîne donc des mutations, les variations du virus lui-même induites par le vaccin, les immunoglobulines, les associés au traitement ou au splicing comme on l'a vu, et également ces fameux mutants pré-S sur lesquels je vais revenir. Nous avons également des phénomènes liés à la réponse immune, donc et à l'exhaustion des cellules T. Également la présence dans certains cas de complexes humains, antigènes-anticorps, donc pour l'HBS avec des anti-HBS qui masquent l'antigène HBS. Également donc tout un pan de régulation via la méthylation et l'acétylation. Et ici, les outils qui sont en développement pour tout ce qui est NGS vont aider fortement à élucider ces différents mécanismes. Donc, nous avons eu la chance de participer à un programme européen qui avait pour but, en fait, en Afrique de l'Ouest, d'identifier des porteurs chroniques dans l'optique de les mettre sous traitement, si tant est qu'ils répondaient aux critères internationaux. Il faut savoir que dans cette région du monde, donc, les traitements antiviraux ne sont pas accessibles. Donc ici, on a une image de la population en termes de positivité pour l'antigène HBS. Ici, on peut voir, donc, par chance, je dirais, l'impact de la vaccination généralisée qui a été mise en place il y a maintenant 25 ans. Donc, l'impact est très net, même s'il reste quelques pourcents de porteurs chroniques qui ont échappé probablement au processus. À travers donc, cette étude, nous avons pu tester des milliers d'individus et sélectionner donc une série de ces individus qui ont été mis sous traitement antiviraux. Et nous, lors de ce travail, notre tâche était de génotyper ces virus présents. Nous avons trouvé 90% de génotype E et 10% de génotype A, qui correspond à peu près à ce qu'on attendait. Et par contre, donc, nous devions également regarder s'il y avait la présence de variants viraux. Et à notre grande surprise, nous avons identifié des variants délétés dans la zone pré-S2, donc dont le pourcentage augmente avec la maladie du foie. Donc ici, on voit les porteurs chroniques avec 31% de variants délétés.
et on monte à plus de 50% pour les cas de CHC. Donc, en fait, tout ça nous a intrigués et nous avons essayé de regarder plus en détail. Donc, nous avons pu voir qu'il y avait un effet conjoint de la présence du génotype A et du variant délété PRES2 sur le CHC, donc une tendance à faire plus de cancers. Également, nous avons regardé la charge virale et les variants délétés PRES2, et ici, donc, l'association était très importante. Donc également, en regardant de plus près, nous avons pu identifier dans notre population que les patients dont les virus possédaient ces variants délétés dans PRES2 avaient globalement des transaminases plus élevées que ceux qui n'avaient pas cette délétion. Donc, que sont ces délétions ? Donc, ce qui est intéressant, parce qu'elles ont été décrites dans la littérature en partie, mais les nôtres, qu'est-ce qu'elles ont de spécial ? C'est d'une part leur fréquence qui est très élevée et d'autre part le fait que les mutations sont localisées en un point spécifique du génome avec des délétions qui sont toujours dans les phases de lecture, donc le virus reste fonctionnel, mais on a quelque chose qui est extrêmement ciblé sur l'ADN du virus. Donc, dans la littérature, il a été décrit que ces variants PRES2 inhibaient la réparation des ADN double brun et qu'ils pouvaient générer une instabilité génomique. Donc, ceci se fait par l'intermédiaire de la séquestration d'une protéine qui s'appelle NBS1 dans le cytoplasme des hépatocytes par ce variant délété. Et en fait, cette protéine NBS1 est une protéine clé pour recruter les enzymes de réparation dans le noyau des cellules. Donc, en fait, sa séquestration dans le cytoplasme entraîne, donc ici on voit la prévalence de NBS1 donc avant le traitement, qui est essentiellement nucléaire. Et donc, après traitement, on a une diminution de la réparation des capacités de la cellule à réparer l'ADN. Et donc, on peut imaginer à long terme beaucoup plus d'événements de mutation. Donc, ces variants PRES2, ils ont différents impacts qui ont été en partie décrits. D'une part, les protéines de surface mal formées s'accumulent dans le réticulum endoplasmique, générant un stress du réticulum qui contribue à la maladie du foie. Également, il y a une forte production de particules défectives qui va participer à l'exhaustion des cellules T et à inhiber la réponse immune via les TLR en particulier. Également, donc, nous suggérons qu'il y ait un rôle très important via la perturbation des systèmes de réparation de l'ADN. Et donc, tout ça mènerait en finale à des taux élevés de cirrhose et de CHC, ce qui est le cas dans notre population africaine d'études, où les taux de réplication du virus restent très modérés, mais avec un pic de CHC entre 30 et 40 ans, donc finalement assez tôt. Donc, la présence de ces variants PRES2 semble associée au développement du CHC, en tout cas à un risque plus élevé. Nous allons poursuivre donc nos études en étudiant plus finement l'accumulation des protéines d'enveloppe dans le réticulum endoplasmique et ses conséquences. Nous avons pu mesurer que ces patients donc, en Afrique de l'Ouest sont toujours exposés à l'aflatoxine. Et donc, pour nous, ceci est une donnée clé quant à l'émergence éventuelle de ces variants. En effet, donc, nous souhaitons nous intéresser à leur émergence et aux mécanismes qui sous-tendent le développement de tels variants. Nous voulons également explorer l'impact réel et donc prouver qu'ils ont un réel impact sur la maladie du foie et éventuellement sur la réponse au traitement. Donc, pour synthétiser, les variants du virus de l'hépatite B sont, comme on l'a dit, présents dans les différents cadres, dans les différentes protéines virales. Donc, pour les protéines, pour le gène S, nous avons des variants qui, globalement, entraînent plutôt un échappement de la réponse immune. Nous avons ces délétions PRES dont nous avons vu qu'elles ont en fait un effet assez pléiotropique. Pour les gènes de la polymérase, ils sont essentiellement liés au phénomène de résistance aux antiviraux. Pour le gène X, on a vu que ces variants entraînaient des maladies du foie aggravées.
Et pour le GNC, également, une augmentation de la réplication virale, une abolition ou une diminution de l'antigène HBE, et également des phénomènes d'échappement à la réponse immune. Donc, tous ces travaux, quel est leur intérêt? En fait, ils s'inscrivent dans la démarche qui est celle qui est actuellement de rechercher un futur traitement pour guérir les hépatites B. Et pour ce faire, il nous faudra en fait mieux identifier les patients et les souches virales qui les infectent en termes de quasi-espèces et de variants viraux, pour mieux identifier en fait leurs facteurs de risque, leur risque de développement d'une maladie grave, afin de également mieux choisir le traitement ou les traitements qui seront disponibles, également en tenant compte du contexte financier, de la complexité des régimes de traitement qui vont être développés. Donc ceci afin de dresser finalement une carte d'identité des patients pour mieux les prendre en charge à l'avenir. Donc je voudrais remercier différentes personnes dans notre laboratoire qui ont activement contribué à ce travail. Donc Janet Hall, Soumantra Ghosh, Damien Cohen, Clément Guillot, mais également Christophe Combet et Fabien Zoulim pour les discussions. Les personnes qui étaient impliquées dans Prolifica, donc ce projet en Afrique de l'Ouest, qui se poursuit actuellement sous une autre forme, donc Yuzuke Shimakawa, Jibril Ndo Jairamu, Maud Lemoine et Marc Sertz, Maïmouna Mendy et Florence Lecalves au Centre international de recherche sur le cancer à Lyon, Mylène Le Sénéchal à Biomérieux, à côté de Lyon, et last but not least, Véronique Lousteau-Ratti et Sophie Alain du CHU de Limoges. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être je peux commencer. Donc, j'aurais voulu savoir quelle était la fréquence de transmission des variants pressés. Est-ce qu'on a cette donnée? Est-ce que c'est documenté? Alors là, je voudrais pas dire une ânerie parce que je connais pas le. Ce qui est sûr, c'est quelque chose qui devient prédominant, et ça un petit peu partout sur la planète. Et finalement, c'est une évolution. Oui, et en fait, même en Europe, en tout cas, on l'a mesuré en 2 décennies. Finalement, le passage à cette souche comme étant prévalente. Donc, j'imagine que le taux de transmission est très élevé. Mais c'est vrai que je ne connais pas le chiffre exact. Alors, toujours dans les aspects prévalence, la notion d'hépatite B occulte est une notion effectivement dont on parle beaucoup, mais souvent on a du mal également à apprécier la fréquence de ces hépatites B occultes. Est-ce que les études disponibles aujourd'hui permettent d'avoir une idée plus claire? Alors, donc la réponse n'est pas complètement simple, mais oui, on y voit plus clair, ça c'est vrai, donc quand même à travers le temps. Ce qui est sûr, c'est que de manière assez logique, la prévalence de ces infections occultes est spectaculaire dans les pays de forte endémicité du virus de l'hépatite B. C'est assez cohérent. Et chez nous, où on a moins globalement d'hépatite B, elles sont plus rares. Voilà, si on prend la population générale, mais c'est très difficile à rechercher dans la population générale. Par contre, quand on va vers des populations qui ont une maladie du foie, dont la cause n'est pas connue, là, même en France, on a des proportions de l'ordre de 30% d'hépatite B occulte, si on a une cirrhose ou un CHC sans cause connue. Et en Afrique de l'Ouest, ce qu'on a fait récemment, puisqu'en fait, il y avait 2 bras à notre étude, une étude Watch pour intégrer les porteurs chroniques et l'autre où ils arrivaient par l'hôpital et par un diagnostic clinique. Donc, là-bas, donc au niveau cirrhose et CHC ou fibrose sévère, on est à 50% d'hépatite B occulte. En phase d'immunotolérance, quel pourcentage, enfin, vous observez des variants pré-S? Alors, ça, c'est une très bonne question. Mais pour l'instant, en fait, on a des patients assez tardivement, en fait, dans le suivi.
ils sont tous assez homogènes. On n'a pas pu distinguer pour l'instant plusieurs catégories de patients. Donc pour ces variants DLT spécifiquement pré-S2, on n'a pas encore vraiment idée du timing de l'émergence de ces variants. Par contre, donc, on espère avoir cette donnée parce que donc, on a les autorisations des comités d'éthique pour aller vers une étude rétrospective de patients suivis depuis 25 ans. Et donc là, on va avoir des données plus précises, plus concrètes, et puisqu'en plus, certains donc, ont développé des CHC, d'autres non. Et donc là, on va probablement plus concrètement associer notre variant à cette maladie plus grave. Oui, Isabelle, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce test antigène HBS hypersensible et l'utilité que tu vois en pratique? Sophie Alain, Limoges. Donc oui, en fait, donc cette technologie SIMEA, c'est quelque chose qui se développe énormément. Donc le principe, finalement, c'est un ELISA relativement classique, mais c'est la méthode de révélation qui est hypersensible. Et j'avoue que on espérait beaucoup de ce test. Quelque part, on rêvait avant de le mettre en œuvre d'un coup que les occultes ne soient plus occultes, pour faire court. Donc là, ça aurait été évidemment magique. Mais donc en fait, la réalité est que les tests moléculaires restent plus performants, puisque dans les hépatites B occultes qu'on a pu étudier, eh bien, seul un tiers sont positifs, même dans ce test plus sensible. Donc finalement, c'est intéressant, puisqu'on peut se dire qu'un tiers ont simplement un taux réduit d'antigène HBS, mais qu'on pourrait mettre en évidence. Mais finalement, on était un petit peu déçus, puisqu'en fait, pour l'instant, les tests moléculaires sont assez spectaculaires par rapport. Merci. Est-ce qu'on pourrait dégager une période a priori au bout de laquelle ces hépatites occultes pourraient devenir symptomatiques? Parce que là, on a l'impression qu'on fait un peu de la découverte a posteriori, donc devant une symptomatologie, on s'aperçoit que le malade, mais via ces malades et leur histoire, est-ce qu'on a pu dégager un délai a priori minimum pour que ça puisse devenir un petit peu symptomatique? En fait, il n'y a pas, disons que globalement, il semblerait que sans événement particulier du type chimiothérapie, immunosuppression, où là, il peut y avoir des choses graves qui se développent de manière brutale. Sinon, globalement, c'est quelque chose qui s'éteint progressivement, avec effectivement un risque qui reste résiduel d'une cirrhose ou d'un cancer du foie, mais qui reste plus bas, ce risque, que chez un porteur actif et une infection classique HBS positive. Donc c'est vrai que c'est surtout dans les cas particuliers de transplantation, d'immunosuppression, de chimiothérapie, où là, une grande vigilance est de mise de manière à éviter des choses qui soient trop graves. Oui, Vincent Thibault, Rennes. Merci beaucoup Isabelle pour cette revue générale sur les variants. Moi, je voulais juste faire un petit commentaire et je pense que c'est très important par rapport à la nouvelle classification qui a été faite des hépatites. Donc, il y a une nouvelle dénomination, on ne parle plus de phase d'immunotolérance, etc. Donc, je pense que dans ce contexte-là, il est très important d'être extrêmement précis sur les termes qu'on utilise. Et en particulier, sur tes diapositives, il y a bien marqué infection B occulte, ce qui doit être bien différencié des hépatites B occultes. Et je pense que le jour où on arrivera à bien dissocier ces deux états, parce qu'en fait il s'agit bien de deux états, il y a les infections B occultes qui sont probablement très asymptomatiques et que finalement c'est des porteurs qui sont presque comme des patients guéris entre guillemets, et puis ceux qui font vraiment des hépatites B occultes où là il y a effectivement une symptomatologie associée. Et je pense que c'est très important de garder ça en tête et de bien dissocier ces deux états qui sont très différents, et ça a été très bien défini dans les conférences de consensus de l'EASL en particulier. Donc voilà, c'était cette petite précision que je souhaitais faire. Oui, merci.
Donc, je suis tout à fait d'accord. Oui, la seule chose, c'est qu'actuellement, disons, dans l'état de la littérature, les choses ne sont pas distinguées de manière claire. Donc, mais je pense qu'à l'avenir, oui, les gens auront plus ça en tête quand ils vont définir leurs patients, quand ils vont identifier donc les caractéristiques cliniques. Mais actuellement, dans ce qu'on peut trouver dans la littérature, on se retrouve avec un condensé un petit peu fourre-tout de tous ces... Mais je suis d'accord, c'est ce que j'ai essayé aussi de montrer, que ça reflète, ces hépatites B occultes, une conjonction de plusieurs situations, puisque certains sont anti-HBS et donc ils sont censés être guéris. Donc d'autres sont anti-HBC isolés, certains n'ont aucun marqueur, certains réactivent... Et on a vu tous les mécanismes qui sont là derrière, et y compris les co-infections qui sont importantes, puisque pour le VHC ou le VIH, il y a vraiment une action directe entre les deux virus. Donc c'est vrai qu'à terme, je pense qu'avec cette personnalisation du diagnostic, on fera les choses plus finement. Merci beaucoup. On va passer à la présentation de Jacques Isopé sur l'émergence de l'hépatite E. Jacques qui est responsable du CNR hépatite E à Toulouse. Bonjour à tous. Alors, le titre de ma présentation est quelque peu trompeur, car l'agent causal de l'hépatite E n'est pas un pathogène émergent, mais plutôt un virus qui a longtemps été méconnu en raison d'une insuffisance des tests diagnostiques. Alors, l'hépatite E classique est une hépatite non B, transmise de manière entérique par voie hydrique dans les pays en développement et survenant sous la forme de cas sporadiques et d'épidémies, souvent de grande ampleur. Donc ces épidémies sont liées à la faiblesse des infrastructures sanitaires. Dans ces pays, on estime que le nombre de cas d'hépatite E annuels, cas d'hépatite E symptomatiques, est d'environ 3 millions par an, avec 70 000 décès, notamment chez la femme enceinte, et 3 000 avortements. On a longtemps pensé que les hépatites E dans les pays industrialisés étaient des hépatites E importées en raison de voyages, et en fait, on sait maintenant que cette notion est erronée. Au début des années 2000, grâce au développement de tests moléculaires permettant de pallier à la faiblesse des tests sérologiques disponibles à l'époque, nous avons pu observer dans le sud de la France des cas d'hépatite E chez des personnes qui n'avaient jamais voyagé. Et donc, dans la mesure où, aux États-Unis, une équipe avait mis en évidence un virus proche du virus de l'hépatite E humain chez le porc, nous avons formulé l'hypothèse d'une transmission zoonotique. Et cette notion est maintenant bien connue et considérée comme un problème émergent en Europe et pour la plupart des pays industrialisés. Alors, ce virus de l'hépatite E est un petit virus nu d'environ 30 nanomètres. Donc sa capside est icosaédrique. Et le génome du virus comporte 3 cadres ouverts de lecture, avec ORF2 qui code pour la protéine de capside, ORF3 qui code pour une petite protéine impliquée dans la libération des virions, et ORF1 qui code pour une polyprotéine portant plusieurs activités enzymatiques, en particulier une activité polymérase, jouant un rôle important, bien sûr, dans la réplication du virus. Alors, à l'échelle mondiale, le virus de l'hépatite E se répartit en 2 groupes, les génotypes 1 et 2, qui sont des génotypes strictement humains. Ce sont ces génotypes que l'on trouve dans les pays en développement, en Afrique et en Asie. Et donc le groupe des génotypes 3 et 4, qui sont des génotypes zoonotiques, avec un réservoir animal, et en particulier un large réservoir porcin. Mais le virus est présent également chez le sanglier, le lapin et les cervidés. La taxonomie donc, a récemment évolué. Le virus de l'hépatite E appartient à la famille des épéviridés
Et donc, cette famille comporte 2 genres de virus. Le genre Pisciépévirus, qui renferme un virus présent chez les poissons, en particulier chez la truite, et le genre Orthoépévirus, qui renferme des souches présentes chez les mammifères et les aviaires. Au sein du genre Orthoépévirus, en fait, il existe 4 espèces, Orthoépévirus A, B, C, D, mais seule l'espèce Orthoépévirus A, qui comporte des souches de mammifères, comporte des souches transmissibles à l'homme. Et c'est au sein de cette espèce Orthoépévirus A qu'on retrouve les 4 génotypes principaux dont je vous ai parlé, mais aussi 3 génotypes de caractérisation plus récentes, à la fois chez le sanglier et chez le chameau. Alors, l'activité du CNR concernant la déclaration ou l'observation de cas symptomatiques a considérablement augmenté au cours de ces dernières années. Vous voyez, en fonction du nombre de tests réalisés, eh bien, le nombre de cas symptomatiques répertoriés a augmenté, avec actuellement plus de 2300 cas par an identifiés. Et ceci grâce à donc une optimisation des tests et des stratégies diagnostiques. Donc, la plupart de ces cas sont autochtones, plus de 97% des cas après 2011. Et donc, le génotype majoritaire est le génotype 3. On a également des cas à génotype 1 ou génotype 4, mais ces cas sont plutôt des cas importés, donc qui représentent vraiment une très faible proportion des hépatites E identifiées en France. Alors, nous avons étudié donc la distribution des sous-génotypes au sein du génotype 3, puisque ce génotype 3 comporte différents variants. Et donc, les sous-génotypes les plus fréquents en France sont le sous-génotype 3F, 3C et 3H. Et en fait, lorsque l'on regarde l'évolution dans le temps de ces sous-génotypes au sein du génotype 3, on observe une variation dans la proportion, avec une diminution du sous-génotype 3F et une augmentation du sous-génotype 3C. Et cette évolution, ou cette dynamique d'évolution des sous-génotypes est probablement liée à une évolution de ces sous-génotypes dans le réservoir porcin, comme cela a été montré avec Nicole Pavio, qui s'intéresse au réservoir animal. Alors, grâce aux techniques de séquençage de 3e génération, nous avons récemment donc doublé le nombre de séquences de génome complet disponibles donc, dans les banques de données. Et donc, nous avons pu classer la plupart des sous-génotypes 3. Et donc, ces données-là seront probablement très utiles pour mieux tracer l'origine des infections et comparer les souches circulant chez l'homme et dans le réservoir animal. Sur le plan de la phylogénie, il a pu être objectivé une évolution différente entre génotypes qui sous-tendent dans des disparités cliniques et épidémiologiques. En particulier, il a été montré une adaptation des ancêtres du VHE à une succession d'hôtes animaux conduisant à l'homme. Et donc la séparation entre les génotypes anthropotropiques, c'est-à-dire les génotypes 1 et 2 et zoonotiques, pourrait remonter à plus d'un millier d'années. Enfin, il a été récemment identifié donc au sein du génome très conservé du VHE un locus de sélection positive dans la région chevauchante au RF2 ou RF3. Le diagnostic d'une infection à VHE repose sur les tests habituels virologiques, des tests indirects permettant de mettre en évidence les IgM, et donc ces IgM vont persister pendant quelques mois, ainsi que des IgG qui apparaissent de manière un petit peu décalée, mais dont la durée de persistance est encore mal connue du fait d'une exposition probablement répétée des personnes exposées donc au VHE. Les tests directs consistent à mettre en évidence l'ARN du virus à la fois dans le sang et dans les selles, où le virus persiste de manière un petit peu plus prolongée. Donc on estime que la durée de la virémie est d'à peu près 4 semaines. On peut également mettre en évidence l'antigène du VHE dans le sang, donc qui se superpose à peu près avec la période virémique. Alors les tests sérologiques
En ce qui concerne les IgM, ces tests se caractérisent par une bonne sensibilité, une très bonne spécificité. Des tests rapides sont disponibles, des tests en microplaques, et récemment, une technique automatisée a été développée par Biomérieux. En ce qui concerne les IgG, les tests se caractérisent par une très grande hétérogénéité de performance, avec des limites de détection variant entre 0,25 et 2,5 unités OMS par millilitre. Et en fait, cette très grande hétérogénéité dans la limite de détection analytique explique donc les différences de séroprévalence disponibles dans la littérature et donc une certaine confusion. Les tests disponibles sont des tests à microplaques et là encore, donc, il existe un test automatisé développé par Biomérieux. Ce test, nous l'avons récemment évalué. Et en ce qui concerne les IgM, donc sur 459 échantillons testés, on a pu observer une très bonne concordance au moment de la phase virémique avec le test One-Tie. Au niveau de la phase post-virémique, une moins grande fréquence de détection des IgM, probablement liée à une cinétique de décroissance différente et une très bonne spécificité. En ce qui concerne les IgG, une très bonne concordance a été observée avec la technique One-Tie, que l'on considère être comme la technique de référence, puisque cette technique a une limite de détection proche de 0,3 unités OMS. Les tests directs donc, consistent à mettre en évidence l'ARN du VHE. Donc des techniques de PCR ou de TMA ont été développées, donc c'est la technique de référence. Et il existe un standard international qui permet de comparer la performance des trousses commercialisées les unes par rapport aux autres. L'antigène VHE se caractérise par une spécificité de 100%, donc une sensibilité diagnostique de 91% et néanmoins une sensibilité analytique inférieure à la PCR ou la TMA, comme cela a été montré dans différentes études. Les tests moléculaires disponibles se répartissent en deux groupes, des tests quantitatifs, qui sont des tests non automatisés, dont la limite de détection est de 20 unités par millilitre pour la technique Altona et 188 unités internationales par millilitre pour la technique Fast Track. Les deux autres tests sont des tests qualitatifs qui ont été développés pour la transfusion. Et ces tests ont une limite de détection très basse de 7 unités internationales par millilitre. Donc, grâce à ces nouveaux outils virologiques, à la fois sérologiques et moléculaires, donc des études ont récemment été réalisées dans le domaine de la transfusion, en particulier donc chez les donneurs de sang, et ont précisé l'épidémiologie du VHE à l'échelle mondiale. Et en particulier, on a pu identifier parmi les pays industrialisés des pays à forte endémie, avec une séroprévalence supérieure à 20% dans cette population de donneurs de sang, et des fréquences de virémie de l'ordre de 1 sur 1000, avec parfois des différences dans un même pays, comme en France, où vous voyez qu'il y a une étude indiquant une prévalence de 1 sur 2218, et une autre avec 1 sur 744, ceci étant lié au fait que la dernière étude ayant été réalisée avec des tests unitaires et non sur des mélanges de 96 échantillons, comme cela avait été réalisé antérieurement. En ce qui concerne les pays d'endémie faible ou intermédiaire, donc les chiffres ne sont pas négligeables non plus, puisque la séroprévalence varie entre 2 et 20%, et donc la prévalence de la virémie varie entre 1 sur 2000 à peu près et 1 sur 15 000. En ce qui concerne la situation en France, une étude réalisée il y a plusieurs années en collaboration avec l'EFH chez plus de 10 000 donneurs a montré une certaine hétérogénéité au niveau national avec une séroprévalence globale de 22,4%, mais comme vous le voyez, des régions comme le sud-ouest, le sud-est et le nord-est avec une séroprévalence beaucoup plus élevée. En ce qui concerne les IgM, dont la séroprévalence était de 1%, ce qui est tout à fait cohérent avec la prévalence de la virémie, qui est à peu près de 1 sur 1000, tout simplement parce que les IgM persistent de manière plus prolongée que l'ARN génomique.
Donc, dans cette étude, nous avons pu identifier des facteurs associés à la séroprévalence des IgG anti-VHE. Donc, un âge supérieur à 45 ans, en effet, la séroprévalence augmente avec l'âge, la région géographique, comme nous l'avons vu, et puis la consommation de certains aliments à base de porc. Et un point intéressant était que les personnes qui consommaient strictement de l'eau en bouteille étaient au contraire des patients, des personnes protégées donc à une exposition par le VHE, ce qui suggère que le virus peut, même dans les pays industrialisés, probablement se transmettre de manière hydrique. Alors la transmission du virus peut être résumée par cette plaque, une exposition directe à des animaux infectés, la consommation d'aliments contaminés et consommés insuffisamment cuits, une exposition probablement à l'environnement et également une possibilité de transmission par transfusion. Alors en ce qui concerne cette transmission par transfusion, elle a été bien documentée en Asie et en Europe, au Japon, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Espagne. En France, il y a actuellement une trentaine de cas répertoriés, certains ayant fait l'objet de case report. Le VHE a également été détecté dans les mélanges de plasma avec des fréquences élevées, mais il importe de noter qu'il n'y a pas eu à ce jour de transmission du VHE à partir des médicaments dérivés du plasma, ce qui suggère que les procédés de fabrication donc de ces médicaments sont probablement efficaces dans l'élimination du virus. En ce qui concerne la transmission transfusionnelle, des études récentes ont montré que cette transmission n'était pas majoritaire. En particulier dans une étude que nous avons réalisée chez des transplantés à Toulouse, seulement 5% de ces transplantés ont probablement été contaminés par transfusion. Dans l'immense majorité des cas, la contamination étant probablement alimentaire. Alors, le risque transfusionnel, un point important est de bien identifier la dose minimale infectieuse. Et selon les données de la littérature, cette dose minimale infectieuse serait d'environ 7000 unités internationales. Et cette dose dépend de la charge virale chez le donneur et du volume résiduel de plasma transfusé. Le virus de l'hépatite E est un virus un petit peu particulier dans la mesure où c'est un virus nu, c'est sous cette forme que l'on le trouve dans le tractus digestif et dans l'environnement, mais en fait il circule dans le sang sous une forme enveloppée, donc associée à des lipides, que nous avons récemment caractérisé par une approche de lipidomique. Et donc ces lipides jouent probablement un rôle dans une protection contre les anticorps neutralisants et jouent probablement aussi un rôle dans le tropisme tissulaire de ce virus. En fait, s'il s'agit d'un virus à tropisme hépatique, le tropisme extra-hépatique de ce virus est de mieux en mieux connu. On sait qu'il peut se répliquer au niveau du tractus digestif, également au niveau du rein, probablement au niveau du système nerveux central. Et en fait, les différences de pouvoir pathogène du virus pour la femme enceinte pourraient probablement s'expliquer par des aptitudes différentes de réplication du virus ou des génotypes viraux au niveau du placenta. Alors, les conséquences cliniques d'une infection par le VHE sont tout d'abord une très grande fréquence d'infections asymptomatiques, un sous-diagnostic et des cas diagnostiqués qui rentrent dans trois grandes catégories. Des infections aiguës sévères, donc en particulier chez les patients, il y a une maladie chronique du foie, quelle que soit l'étiologie. Chez les femmes enceintes, dans les pays en développement uniquement. Des infections chroniques chez les personnes immunodéprimées et des manifestations extra-hépatiques qui sont de mieux en mieux connues, en particulier des manifestations neurologiques, rénales et hématologiques. Alors, ces manifestations extra-hépatiques, en ce qui concerne les complications neurologiques, sont estimées entre 5 et 20%, les chiffres les plus faibles relevant d'études rétrospectives et plus récemment, donc, des chiffres plus élevés dans des séries plus importantes de patients ont été identifiés. Des glomérulonéphrite, des thrombocytopénies et des cryoglobulinémies sont aussi décrites dans le cadre d'infections par le VHE. Alors, dans une étude cas contrôle nationale, nous avons récemment donc
montré que la fréquence des manifestations extra-hépatiques, c'est la dernière ligne de ce tableau, chez les patients immunocompétents, était beaucoup plus élevée que chez les immunodéprimés, donc 22,6% contre 3,2%, ce qui suggère que les manifestations donc neurologiques sont probablement liées à un mécanisme immunomédié, mais donc ces mécanismes restent à ce jour encore très peu étudiés. Alors, pour l'infection chronique à VHE, elle est le fait presque exclusivement du génotype 3, même s'il y a eu quelques cas décrits d'infection chronique à génotype 4 et à génotype 7. Le pourcentage d'évolution vers une infection chronique est d'environ 60% chez les patients transplantés d'organes et les receveurs de cellules souches hématopoïétiques. Et les stratégies thérapeutiques consistent d'une part à réduire l'immunosuppression. L'élimination du virus est observée dans un tiers des cas dans cette situation, avec cette approche. Et donc, en cas de non-élimination du virus, un traitement par ribavirine donc, est actuellement donc, recommandé. L'effet antiviral de cette molécule ayant été montré dès 2010. Et dans une étude plus récente, multicentrique, l'efficacité de la ribavirine a été objectivée, comme vous le voyez ici, avec une décroissance forte donc de la charge virale VHE chez des patients donc, recevant de la ribavirine en monothérapie. Et avec un traitement d'environ 3 mois, 80% des patients ont pu être guéris. Donc, bien sûr, il y a un certain nombre d'échecs à la ribavirine et certains retraitements donc, peuvent conduire tout de même à une éradication. Nous nous sommes intéressés aux facteurs prédictifs d'éradication du virus et nous n'avons pas retrouvé d'influence de concentration sérique de ribavirine. Par contre, nous avons observé une influence de la réponse virale initiale, une variation de la charge virale à 7 jours de plus de 0,5 log était un facteur prédictif du succès thérapeutique. Et la détection de l'ARN du VHE après 3 mois de traitement prédisait la rechute. Donc cet élément est intéressant car sur ce paramètre-là, il sera probablement possible de moduler la durée du traitement antiviral pour un succès maximal. Chez les patients en échec de traitement par ribavirine, qui se retrouvent donc en impasse thérapeutique, on a pu observer des mutations au niveau du gène codant la polymérase. Et donc ces virus ont eu, au moins in vitro, une augmentation de la capacité réplicative. Mais in vivo, la recherche de mutations, en particulier cette mutation en position 1634, ne semble pas être très utile pour la pratique, car en fait, nous n'avons pas montré de sélection particulière de ces variants sous traitement par des approches de séquençage ou débit. Et comme vous le voyez à droite, la cinétique d'évolution de la virémie chez les patients infectés par un variant 1634R ou un virus sauvage ne montre pas de différence. Enfin, pour terminer, donc 2 vaccins qui sont des vaccins recombinants ont été développés. Un seul est commercialisé en Chine, donc c'est le vaccin VHE239 sous le nom d'Écolin. Ces 2 vaccins ont montré dans les essais cliniques une efficacité remarquable, plus de 95% d'efficacité et 100% pour l'autre. Il faut noter qu'il s'agit d'une efficacité sur des critères cliniques, car en effet, donc on ne connaît pas à ce jour le titre d'anticorps permettant de protéger contre une réinfection. Alors en synthèse, il faut noter que des progrès majeurs ont été réalisés ces dernières années dans les tests sérologiques et moléculaires et que ceci a permis d'améliorer les connaissances sur l'épidémiologie de ce virus et le spectre clinique qui est de mieux en mieux connu, en particulier les hépatites chroniques chez l'immunodéprimé et les manifestations extrahépatiques, en particulier neurologiques. Donc un traitement par ribavirine donc, est disponible, de même qu'un vaccin, mais la gestion des échecs à la ribavirine et les stratégies vaccinales restent encore à définir. Donc pour terminer, je souhaite remercier tous mes collaborateurs donc, au laboratoire, les cliniciens avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années, dans le service de transplantation, en particulier Nassim Kamar, Jean-Marie Perron au service de gastro-entérologie, Laurent Alric, mes collègues à l'école vétérinaire, les collègues virologues donc pour leur contribution dans le cadre du réseau CNR,
l'EFS, le Laboratoire français des biotechnologies, et différentes collaborations au niveau international, en particulier celle avec Harry Dalton, avec qui nous partageons un intérêt pour ce virus. Merci. Merci Jacques pour cette présentation. Des questions? Oui. Bon, bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir si les IgG sont protecteurs d'une réinfection et si on sait combien de temps ils persistent. Alors en fait, en ce qui concerne la protection, très probablement les IgG protègent contre une réinfection, mais on ne connaît pas le titre à partir duquel cette protection survient. Et en particulier, nous avons observé et donc montré que certaines personnes ayant un titre faible d'anticorps, en particulier inférieur à 7 unités internationales par millilitre, pouvaient être réinfectées. Ceci a été observé aussi bien chez l'immunodéprimé que chez les personnes immunocompétentes. Donc un titre faible d'IgG ne protège pas contre une réinfection. C'est un point important puisqu'en pratique, il n'est pas utile de déterminer le statut immunitaire, par exemple, au moment de la transplantation, pour être certain qu'un patient transplanté qui aurait des anticorps au moment de la transplantation ne va pas s'infecter par le VHE. Et en ce qui concerne la durée de persistance des anticorps, en fait, c'est une question qui est très difficile car il faudrait avoir des études longitudinales et être certain qu'il n'y a qu'une seule exposition au virus. Or, en réalité, compte tenu de la large répartition du virus, très probablement, donc il y a des expositions fréquentes et il est très difficile de connaître la durée de persistance des anticorps. Les études disponibles semblent indiquer des durées très prolongées de plus d'une dizaine d'années. Mais en fait, ce ne sont que des estimations puisqu'on ne maîtrise pas ces expositions. Bonjour. Compte tenu du mode de transmission, j'aurais voulu savoir si vous avez une idée de l'importance du mode de transmission intrafamilial et que dire à nos patients chez qui on détecte une hépatite E en prévention familiale, justement. Alors en fait, pour des raisons encore inexpliquées, le VHE se transmet de manière probablement très faible, de manière intrafamiliale. Et donc ce virus se comporte de manière très différente au VHA, par exemple. Et donc dans les pays où des épidémies ont été observées, en fait, ces cas familiaux ont été décrits, mais on pense que donc ces cas auraient partagé en fait la même source, et ce n'est pas une transmission de personne à personne. Donc la transmission interhumaine du VHE semble très faible. J'ai une question similaire. C'est ici, par là. Voilà, c'est une question similaire, c'est par rapport justement à la même question que l'hépatite A, avec les épidémies qu'on a décrites récemment chez les homosexuels. On n'a jamais décrit encore d'épidémie chez les homosexuels d'hépatite E? Non, même pas des cas groupés. Ceci n'a pas été décrit. Nous avons réalisé une étude il y a quelque temps. Et dans la conclusion de notre étude, en contrôlant les aspects liés à l'âge, et à différents modes, donc facteurs de risque habituels de transmission du VHE, nous n'avons pas identifié la transmission sexuelle dans cette population comme un facteur de risque. Oui, j'ai deux petites questions. La première, a-t-on idée du pourcentage de porcs contaminés? Et la deuxième, pour les infections chroniques, est-ce qu'il y a des cas de carcinome hépatocellulaire? Alors, pour ce qui est de la première question, la fréquence, en France, en tout cas, en Allemagne également, la fréquence des saucisses de porc du commerce contaminées pourrait être de l'ordre de 1/3. Donc, c'est très fréquent. On estime que environ 5% des porcs au moment de l'abattoir, à l'abattoir, sont contaminés par le VHE et on peut détecter le virus dans le foie. Et donc, tout ceci rentre dans la chaîne alimentaire, évidemment.
En ce qui concerne la description de cas d'hépatocarcinome, en fait, il y a quelques cas décrits, un cas récemment publié en particulier en France. Et donc, en fait, ce n'est pas étonnant puisque l'hépatite E chronique va évoluer vers une cirrhose dans des délais relativement courts, de manière beaucoup plus courte, par exemple, chez les transplantés qu'une hépatite C. Donc, la cirrhose survient en 3 à 5 ans. Et ces patients cirrhotiques peuvent évoluer vers un hépatocarcinome. C'est la raison pour laquelle il faut bien sûr en faire le diagnostic et traiter ces patients. Dernière question. Geneviève Grise, biologiste, hôpital d'Elbeuf. Lorsqu'un neurologue suspecte une origine hépatiteuse pour une complication neurologique et que le patient, bien entendu, n'a jamais eu d'hépatite diagnostiquée, qu'est-ce qu'on peut lui proposer puisque les IgG ne sont pas fiables? Alors, il faut simplement rechercher les IgM. Mais on est quelquefois, on est dans la phase chronique. Donc, il faut chercher les IgM. Ah oui, tout à fait. Alors, là, votre question porte chez une personne dont on connaît le diagnostic. Non, le neurologue dit j'ai un Guillain-Barré. Les bouquins disent que ça peut être une hépatite E. Comment on fait pour prouver que c'est l'hépatite E qu'il a attrapé 20 ans avant? Ah oui, mais en fait, là, les manifestations extra-hépatiques dont on parle sont des manifestations liées à une infection aiguë. Ah oui, d'accord. D'accord. Oui, donc dans cette situation, on recherche les IgM pour rattacher cette infection aiguë aux manifestations neurologiques. Voilà. Si c'est un patient immunodéprimé, on a vu que la fréquence des manifestations neurologiques chez l'immunodéprimé est probablement beaucoup moins fréquente que chez l'immunocompétent. Il importe de rechercher l'ARN génomique parce que dans cette population, la réponse humorale peut être affaiblie. Merci beaucoup, Jacques. Donc, on va inviter Patrick Mial, infectiologue à Lyon, très investi dans la prise en charge des patients co-infectés, VIH, VHC ou VHB, qui va venir nous parler des actualités thérapeutiques. Bonjour. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir proposé de parler sur l'hépatite E et en particulier d'axer ma présentation sur des populations particulières. Vous allez voir ce que je veux dire dans le terme population particulière. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Donc là, je vous ai présenté 4 populations particulières, en sachant que rapidement, je vais en éliminer 2, parce que ma présentation serait trop longue. C'est les co-infections VIH-VHB que tout le monde connaît bien. Les recommandations sont simples. C'est déjà dépister il faut faire un dépistage d'hépatite B et d'hépatite C chez tout patient VIH. Quand on a une hépatite B positive, ne pas oublier l'hépatite delta, notamment dans l'Afrique les populations africaines, Afrique subsaharienne et les antécédents de toxicomanie. Une fois qu'on a dépisté la co-infection, donc la traiter avec une trithérapie classique comprenant du tenofovir qu'on n'arrêtera jamais, en l'absence d'une sérocorrélation HBS très rare et en l'absence surtout de cirrhose, puisque dès qu'on arrête le traitement, il y a un risque de réactivation et de poussée cytolytique et de décompensation hépatique. Voilà, donc l'autre population dont je dirais simplement un mot, c'est les patients avec une insuffisance rénale chronique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une adaptation posologique des antiviraux qu'on utilise dans ces situations-là, qui est référencée ici, avec aussi bien les nucléosides qui s'appellent l'amivudine que l'anticavir, que les nucléotides qui sont le tenofovir ou le PEG, interféron. On doit adapter en dessous de 50 millilitres, avec des posologies entre un comprimé tous les 2 jours à plus rarement. Et surtout, ce qu'on fait souvent à Lyon, c'est qu'on adapte aussi, la pharmaco nous aide à adapter ces traitements avec des dosages résiduels de nucléosides ou nucléotides avec des résiduels. Ce qui est intéressant, c'est l'avenir en fait dans ces populations-là. Ça sera en fait une prodrogue du tenofovir qui s'appelle le TAF ou tenofovir alafénamide, dont le nom commercial s'appelle Venlidi. L'AMM européenne est déjà sortie il y a 1 an, en janvier 2017, mais on n'a toujours pas cette molécule à disposition en France, malheureusement, qui facilitera la stratégie, puisque c'est un comprimé par jour, pas d'adaptation posologique, jusqu'à une clairance de 15 millilitres par minute. Je vais axer ma présentation en fait, sur 2 thèmes. La femme enceinte et la prévention de la transmission verticale du VHB et des patients sous chimiobiothérapie, justement, par rapport à ce risque de réactivation VHB. Alors, si on s'intéresse au VHB pendant la grossesse,
le but, c'est d'éviter la transmission verticale du VHB. Déjà, on connaît depuis les années 80 ce risque, avec beaucoup d'études réalisées en Asie, à partir de mères antigènes HBS positifs, avec une chronicité qui est de l'ordre de 90% chez le nouveau-né dès que le virus s'est transmis de la mère à l'enfant, alors que la chronicité est de 5 à 10% dans la population adulte immunocompétente. Je vous rappelle, pour les co-infectés, on est de l'ordre de 20% de chronicité quand on a une hépatite B et qu'on est VIH. Ce qui est intéressant, c'est le statut HBE qui va déterminer ce risque de transmission. Si on s'intéresse aux mères antigènes HBS positifs, antigènes HBE positifs, donc c'est ce qu'on appelle classiquement le virus VHB sauvage, on est à 70 à 90% de risque de transmission. Et dès que la transmission apparaît, donc on est aux 90% de chronicité chez l'enfant. Quand on est par contre, ce qui est minoritaire dans la population asiatique, avec une population antigène HBE négative, donc, et souvent avec des virus donc, variants, mutants, le plus connu donc, est le mutant précore qu'on appelle anti-HBE positif, mais ça peut être aussi d'autres variants, notamment du promoteur. C'est 10% de passage de la mère à l'enfant. Le mode d'accouchement, contrairement au VIH, n'influe pas sur le risque de transmission mère-enfant, que ce soit une voie basse, que ce soit un accouchement par extraction forceps ou par césarienne. On est de l'ordre de 7% aux populations antigènes HBS positives, toute mère venant. Ce qu'on sait, et ça c'est des études européennes qui l'ont dit, c'est que la sérovaccination qui est proposée depuis les années 90 pour prévenir ce risque, on fait une sérovaccination VHB donc avec des immunoglobulines anti-HBS le jour de la naissance de l'enfant, dans les 12 heures si possible, sans unité intramusculaire. Et sur un deuxième site, on injecte une première dose de vaccin qu'on va répéter à 1 mois et 6 mois. Et cette sérovaccination, une étude donc hollandaise montrait un petit peu les stratégies et le bénéfice chez ces mères à risque. Sur une première étude, ils ont montré que sur 114 mères antigènes HBE positives, donc les plus à risque de transmettre, il y avait encore 7% malgré la sérovaccination qui est contaminée leur enfant. Et cette première étude montrait le rôle important de la virémie au moment de l'accouchement chez la mère, la virémie VHB. Sur les 72 mères, de façon rétrospective, ils ont regardé l'ADN VHB. Ils ont montré que le seuil de 150 picogrammes, à cette époque, c'était la mesure classique. 1 picogramme, c'est égal à 285 000 copies. Donc au-dessus de 150 picogrammes, ce qui fait 42 millions quand même, vous avez 0% de transmission de la mère à l'enfant, avec un taux de protection efficace de 100%. Et quand vous avez plus de 150 picogrammes, là, vous avez toutes les cas de transmission. On n'est plus à 7%, on est à 32% de ces mères qui sont donc fortement virémiques. Une étude australienne va aller un petit peu plus loin. C'est toujours une étude, cette fois-ci prospective, australienne, avec naturellement une épidémiologie classique, avec tous des mères virémiques, simplement 29% antigènes HBE positifs, sérovaccination classique pour tous les nouveau-nés. Et on voit bien qu'on est à un peu moins de 3% de transmission de la mère à l'enfant quand on fait une sérovaccination, mais on est déjà à 3 fois plus, 6,6% quand on s'intéresse qu'aux mères antigènes HBE+. Et là, de nouveau, le critère, c'est aucune transmission en dessous d'une virémie de la mère au moment de l'accouchement à moins de 5 logs. Entre 5 et 8 logs, il y a 0 transmission, et c'est en copie par millilitre. Et au-dessus de 8 logs, on était à 8,5%. Et on va retrouver donc cette étude qui montre bien qu'aucune mère antigène HBE négative n'a des fortes virémies, et ça c'est classique, donc elles ne vont pas transmettre. Seules les mères antigène HBE virémiques, ce qui est 76% de l'effectif, est à risque, et parmi ces mères, donc celles qui ont une virémie à plus de 8, c'est celles-ci qui vont transmettre. C'est pour celles-ci, donc probablement, il faut faire autre chose que juste de la sérovaccination. Une étude chinoise va dire un peu la même chose et va s'occuper de savoir si, en plus de la sérovaccination du groupe contrôle, 133 mères, antigènes HBE positifs, un groupe étude avec un ajout de 3 doses d'immunoglobuline aux 3 derniers mois de grossesse chez la mère va permettre de diminuer ce risque. En fait, non. Il y aura 34 transmissions qui sont ici, comparables dans les deux groupes, entre les groupes immunoglobulines ajoutées versus sérovaccination standard. Et de nouveau, on retrouve qu'il y a des seuils de non-transmission selon la virémie VHB, avec 0 risque en dessous de 5 logs, des risques résiduels très faibles, non significatifs, entre 5 et 7 logs, et tout se passe au-dessus de 7 logs, avec donc des taux de protection qui baissent jusqu'à 65% dans ces situations-là. Au total, cette étude chinoise montrait qu'il y avait une sérovaccination suffisante, efficace à 100%, qu'on avait un ADN chez la mère inférieur à 5,5 logs, indépendamment du statut HBE positif, même si fortement les mères HBE positifs sont à gros risque. Et 83% des transmissions, donc 25 sur 30,
c'était des virémies fortes à plus de 8 logs, et ça correspondait à 31%, donc comme le risque précédent, je vous ai dit 32%. Donc on veut dire un tiers des femmes transmettent à plus de 8 logs, ce qui n'est pas du tout les 7% classiques. Alors, si on résume, la transmission mère-enfant du VHB, c'est la sérovaccination bien réalisée, protège très bien, entre 90 et 95% des nouveau-nés tout venant. Il faut se méfier donc des populations à forte réplication. Bon, on estime qu'il existe forcément une transmission in utero du virus. C'est difficile à mettre en évidence. Probablement, c'est pour les femmes les plus virémiques, toujours les antigènes HBE positifs. On estime que c'est entre 2 et 5%, mais on a du mal à agir dessus. La transmission périnatale, c'est le principal risque. Donc, avant tout, les échecs se voient quand il y a une virémie forte à définir le seuil. Et là, probablement, vous allez voir qu'on place des antiviraux. Et forcément aussi, quand il y a des mélanges de sang et des accouchements difficiles, avec rupture prolongée des membranes, c'est possible. Et enfin, comme Isabelle Chemin l'a bien expliqué, il y a un risque théorique, c'est vrai. Dans chaque publication, on regarde ce paramètre. Y a-t-il des échecs de la survaccination à cause de mutants de l'antigène HBS? Et on en décrit toujours un cas sur une population de 200 femmes ou 150 femmes. Donc c'est un risque potentiel, mais il reste quand même globalement théorique. Une autre étude, donc, pour valider un petit peu que la sérovaccination chez les femmes a forte réplication, il faut rajouter des antiviraux. Il y a une première étude qui a été faite en Chine, puisqu'il y a beaucoup de femmes antigènes HBE positives, 115 femmes, toutes avec des fortes virémies. Et là, on s'est intéressé au premier antiviral qui inhibe donc la réverse transcriptase du VHB, qui s'appelle la lamivudine, donc au 3e trimestre de grossesse, entre 32 et 4 semaines postpartum. Un groupe placebo, randomisé, donc 59 femmes, sérovaccination classique, et un groupe lamivudine ajouté. Et là, si vous vous intéressez simplement aux résultats ici, vous voyez, on passe donc aux 39%, qui sont un peu plus que d'habitude, mais globalement, au moins un tiers des femmes qui transmettent à leur enfant, à simplement 18%. Et naturellement, s'il y a un bénéfice statistique. Le problème de cette étude, c'est qu'il y a eu beaucoup de femmes perdues de vue, notamment dans le groupe placebo. Mais malgré tout, c'était une première avancée sur la diminution d'un risque et le bénéfice d'un traitement au 3e trimestre de grossesse par lamivudine. Une étude française faite par Pierre Sellier à l'hôpital Rail-Boisière montre un petit peu, est-ce que c'est quelque chose qui nous concerne? C'est une étude rétrospective sur toutes les femmes qui ont accouché pendant 8 ans dans son hôpital. Donc 4% de ces femmes sur 11 417 avaient un antigène HBS+. Sur ces 4%, quels étaient les risques de femmes? C'est avant tout des risques avec des femmes qui étaient à plus de 5 logs de virémie. C'est avant tout des populations de nouveau asiatiques et d'Afrique subsaharienne. Les femmes européennes sont classiquement donc anti-HBE positifs et rarement à forte réplication. Donc cette population-là, ça correspond à 52 femmes avec des charges à plus de 5 logs. Il a dû exclure pour 24 d'entre elles pour un traitement antiviral pendant la grossesse, perdu de vue pour 10 ou refus de participer. Il en a gardé donc 28, essentiellement des femmes d'origine asiatique ou d'Afrique subsaharienne. 41 enfants donc, ont pu être évalués à partir de ces 28 femmes, donc, avec 11, donc c'est beaucoup sur 41, 11 enfants contaminés sur ces femmes fortement virémiques. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Donc si on définit le cut-off de 8 logs, on s'aperçoit que donc, sur les 11 femmes, elles sont toutes ces femmes antigènes HBE positives, ce qui est attendu. Sur le risque dans les femmes qui ont moins de 8 logs, c'est 3 sur 22, ce qui fait 14% de transmission. Et quand sur les 8 sur 19, ça fait 42% de transmission. Donc c'est vraiment un gros risque. Et si on s'intéresse aux 3 femmes qui ont des virémies les plus basses, en dessous de 8 logs, qu'est-ce qu'elles avaient? Elles avaient des charges virales systématiquement supérieures à 6 logs, donc d'1 million en unité internationale, cette fois-ci, c'est plus en copie. Donc 6,7 pour 2 d'entre elles, et 7,25 pour la dernière. Donc ce qui permettait de définir dans son article et des recommandations l'importance d'un ajout d'antiviral au dernier trimestre de grossesse. Et alors, quel seuil d'intervention? Cette étude thaïlandaise va permettre de le définir, même si déjà donc, les recommandations internationales l'ont défini également. Donc, cette étude taïwanaise qui s'intéressait à modéliser un petit peu le risque de transmission mère-enfant sur 81 mères antigènes HBE positifs de Taïwan, sérovaccination standard, encore 10 enfants sur 80 qui vont être contaminés, avec des mères qui ont des virémies fortement positives, au-dessus de 6,5 logs pour le plus bas, jusqu'à 9,5. Et là, on voit donc que le risque est estimé donc en dessous de 5 logs, il n'y a pas de risque. À 6 logs, le risque augmente, mais n'est pas significativement supérieur aux 5 logs. Dès qu'on est à 7 logs, là, le risque existe et augmente jusqu'à 30% pour au moins 9 logs. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir, entre 6 et 7 logs, qu'il faut ajouter des antivirales.
En pratique, qu'est-ce qu'on ajoute? Soit de la lamivudine, soit du tenofovir. Ces deux médicaments qui ont été montrés dans le registre américain des antirétroviraux, ici publié ici, pas de surrisque par rapport au risque de tératogénèse sur la lamivudine ou le tenofovir, que ça soit proposé au premier, deuxième ou troisième trimestre. En sachant que dans cette situation, on va le proposer au troisième trimestre. Donc voilà les stades de tératogénicité du FDA. Stade B, c'est le tenofovir. Stade C, c'est l'amivudine. L'anticavir est aussi un stade C, mais on ne l'utilisera pas. La puissance antivirale est bonne pour la lamivudine, très bonne pour le tenofovir. Facile orale une fois par jour. Très bonne tolérance pour la lamivudine, un peu meilleure que le tenofovir. Mais le gros problème de la lamivudine, tout le monde le sait bien, c'est la faible barrière génétique de résistance vis-à-vis du VHB, avec 15 à 20% d'échappement virologique par an de traitement si on est antigène HBE+, même si on a commencé les stratégies par cette molécule. Donc c'est le tenofovir qui va être proposé en priorité. Et de molécules naturellement une activité anti-VIH. Et de plus, le tenofovir a un intérêt. Cette étude australienne a montré en fait que la cinétique de décroissance virologique était plus intéressante si on propose l'amivudine versus tenofovir chez les femmes au troisième trimestre. On voit que le virus VHB va décroître plus rapidement au moment de l'accouchement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un virus VHB le plus bas possible au moment de l'accouchement, comme on le fait pour le VIH, si possible en dessous de 5 logs. Puisque là, le risque de transmission sera nul avec la sérovaccination. Donc moins de 281 pour la lamivudine et 364 pour le groupe tenofovir, ce qui est différent. Voilà, je vous présente là en fait les données d'essais randomisés sur les antiviraux. J'insisterai que sur les groupes qui sont intéressés au tenofovir, puisque c'est le traitement de référence et ce qui est proposé en France et majoritairement en Europe. Donc, tenofovir, une étude australienne de Greenup, Shen, une étude taïwanaise, ou Pan, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine chinoise. Et on voit que toutes ces femmes qui ont un virus entre 7,8 en moyenne et à plus de 8, donc c'était la sélection de la population, on voyait donc un bénéfice significatif dans chaque groupe avec des taux de transmission qui passaient quand même de 20 à 2%, ou de 10 à 1,5%, ou de 7 à 0, selon les études. Donc, c'est vraiment le traitement qu'il faut recommander. Qu'est-ce qu'avait dit le rapport Dumont en 2014 juste avant? Donc, il rappelait un petit peu la gestion d'une hépatite B chez la femme enceinte. Donc, dépistage systématique obligatoire, hein, c'est obligatoire au 6e mois de grossesse, mais il recommandait de le faire lors de l'examen prénuptial, le premier examen prénatal, puisque l'intérêt de le commencer plus tôt, le dépistage, c'est de le faire plus tôt, c'est d'avoir le temps de quantifier l'ADN VHB, indépendamment du statut HBE. Parce que souvent, quand on le fait à 6 mois, le temps d'avoir le résultat que l'obstétricien informe un hépato ou un infectiologue qui s'intéresse aux hépatites, il est déjà bien tard. Donc le test sanguin à réaliser, c'est donc l'antigène HBS. Le mode d'accouchement, je vous l'ai dit, c'est pas modifié. C'est simplement les indications obstétricales qui priment sur les indications d'accouchement. La sérovaccination standard, sans unité à la naissance, vaccin à la naissance, M1, M6, 10 microgrammes. Et l'allaitement, il n'y a pas de contre-indication à l'allaitement, il n'y a pas de modification, il est donc non déconseillé. Le virus VHB passe en effet dans le lait, mais la sérovaccination protège très bien. La lamivudine passe très bien, le tenofovir peu, parce que c'est la prodrogue. Et donc le dépistage chez l'enfant d'une mère se fait à partir à distance de la dernière dose de vaccin, c'est-à-dire à partir du 9e mois. Classiquement, c'est entre 9 et 12 mois. Et donc, ce qui est recommandé, c'est le tenofovir au 3e trimestre de grossesse, donc à 28 semaines, classiquement. On l'arrête entre 4 et 12 semaines postpartum. C'est des femmes qui n'avaient pas d'indication de traitement antiviral pour elles-mêmes, pas d'hépatite chronique qu'on appelle active, et pas de cirrhose, notamment. Pas d'anticavir, parce qu'on manque de données, même si c'est un stade C comme la lamivudine, et qu'il y a des études animales qui ont montré de la forte posologie et des toxicités sur la reproduction des rongeurs. Alors, les études internationales ont dit un peu la même chose, qu'il y a des seuils différents, en fait. Quel recours international pour utiliser donc, un antiviral? Donc, l'ASLD, donc les recommandations américaines, les recommandations de l'ASL européenne, c'est plutôt en unité. Hein, je vous ai mis une unité, c'est égal à 5 copies. Donc, c'est 200 000 unités. C'est un peu plus bas. Pareil pour le ASL. Pour les Asiatiques, c'est quand même entre 6 et 7 unités, donc comme les recommandations de Dumont. Les Australiens, c'est pareil. La société d'obstétrique américaine, c'est pareil, c'est entre 6 et 8. Et les pédiatres, c'est au moins 6 logs en unité. Le tenofovir est toujours proposé, même si la telbuvinine, qui n'est pas disponible en France, est une alternative, mais c'est quand même la molécule à proposer, le tenofovir.
Voilà, j'ai terminé pour cette première partie. La deuxième partie que je voulais aborder, c'était en fait comment éviter les réactivations du VHB et notamment comment empêcher que nos patients qui sont sous chimiothérapie réactivent une hépatite B qui semblait soit contrôlée, soit même guérie. Alors pourquoi le VHB en fait se réactive? Tout simplement parce que le VHB, comme le VIH, il a un réservoir chromosomique, un réservoir nucléaire, même qu'on a guéri, comme une hépatite B guérie, on a toujours dans le noyau cellulaire un ADN sous forme super enroulée qu'on appelle le CCC-DNA, qui reste latent dans son hépatocyte pendant toute sa vie. Et à l'occasion d'une immunosuppression cellulaire, que ce soit une pathologie VIH avec une immunodépression avancée, moins de 100 CD4 notamment, une déplétion cellulaire B ou T, que ce soit lié à une greffe d'organes comme une greffe de moelle, de cellules souches hématopoïétiques, une biothérapie notamment avec des anti-CD20, le plus connu étant le rituximab, mais les suites il y a d'autres molécules qui varient anti-CD20 qui seront aussi à risque probablement, ou alors les anticellulaires T, donc l'immunosuppression T unique comme la fludarabine pour les lymphoproliférations du type LLC. Tout ça, ça a entraîné, en plus d'une corticothérapie prolongée à forte dose, un risque de réveil de ce CCD-DNA intracellulaire, intranucléaire plutôt, qui va se réactiver, qui va entraîner une sécrétion et une réactivation du virus B avec de l'antigène qui va recirculer sous forme d'enveloppe ou surtout sous forme de virus infectant. Alors, pour mieux expliquer un peu tout ça, c'est que globalement, comme c'est une maladie immunomédiée, en fait, on n'est jamais tranquille dans une hépatite B. Même si on a guéri, il faut toujours se méfier. Ce qui veut dire que même quand on est anti-HBS positif avec un critère d'hépatite B guéri, anti-HBC positif, anti-HBS positif, antigène négatif, tout ça, ça va bien parce qu'on a un niveau de contrôle immunitaire parfait. On est ce qu'on appelle immunocompétent. Dès qu'on fait une immunosuppression forte, notamment en hématologie, et qu'on rajoute des biothérapies en particulier, mais en médecine interne, eh ben cet équilibre va disparaître et on risque de perdre ces anticorps progressivement pour perdre ce qu'on appelle le virus immunologique des anticorps anti-HBS, avec un risque de réactivation qui va dépendre du niveau d'immunosuppression et du statut. Donc une fois qu'on perd les anticorps anti-HBS, avant d'avoir les antigènes HBS positifs, donc on garde toujours les anti-HBC, et c'est là qu'on peut parler, en effet, classiquement, avec une apparition d'un virus, de ce qu'on appelle l'hépatite B occulte, avec donc un virus réplicatif, en sachant que les techniques variables de quantification font que c'est une maladie qui est instable. Des fois, on la voit répliquer, des fois, on ne la voit pas répliquer. Mais dans ces situations-là, c'est un premier manifestation de risque de réactivation. Première étape, en tout cas, je veux dire. Une fois que l'antigène apparaît, là, on est forcément dans ce qu'on appelait classiquement le portage inactif de l'antigène HBS quand la virémie est faible. Mais là, c'est sûr que là, si on met une chimiothérapie à ce moment-là, là, on réactive dans près de 40% des patients. Et quand on augmente la virémie, là, on est vraiment dans une forme de réactivation virale avec des symptômes, une hépatite aiguë, un ictère, ce qu'on appelle un flaire cytolytique. Et là, tout va mal. Ce qui fait arrêter la chimiothérapie et ce qui fait prendre un risque pour le patient qui est en pleine jaunisse. Alors, qu'est-ce qu'on sait, en fait? On a découvert ces phénomènes de réactivation de populations particulières. Je vais insister, en fait, sur la population qu'on appelle antigène HBS négatif, anti-HBC positif. C'est une situation très instable. C'est ça pour ça que j'insiste dessus. Et notamment, les biothérapies ont complètement modifié la connaissance de cette maladie, en fait. On a montré que l'impact des biothérapies comme le rituximab était très important, puisque quand on regarde ce travail chinois qui s'intéressait à un traitement de lymphome B diffus par CHOP classique ou rituximab CHOP, on voyait qu'il n'y avait aucune réactivation du VHB, donc aucune ce qu'on appelle séroréversion VHB, donc pas de réapparition d'antigène HBS quand on fait du CHOP. Par contre, on est déjà à 24%, 5 parmi les 21, c'est des petits groupes, vous voyez, qui réactivent leur hépatite B, qui était donc anti-HBC isolée. Et sur ces 5, un va décéder malgré ce qu'on appelle un traitement préemptif. Donc au moment où on voit l'apparaître l'antigène HBS, on propose de la lamivudine et malgré tout, ça va mal se passer pour ce patient. Si on s'intéresse aux 5 cas... Patrick, si tu peux un peu accélérer. D'accord. Si on s'intéresse pour ces 5 cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils n'avaient en effet pas d'anticorps anti-HBS, qu'ils n'étaient pas virémiques, et que 3 sur 5 vont avoir cette hépatite de réactivation en post-chimiothérapie, notamment à peu près 2 mois en moyenne après sa chimiothérapie. Et malgré le traitement par lamivudine préventif, 1 sur 4 va décéder. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement non plus sur les patients hématologiques. On le décrit chez les patients avec un lupus érythémateux disséminé, avec un fort risque de 39% de réactivation quand on est antigène HBS+, et 2% quand on est anti-HBC+. Et de la même façon qu'on s'intéresse aux patients en biothérapie, notamment anti-TNF-alpha,
on retrouve un fort risque dès qu'on est antigène HBS+, mais aussi avec un risque non négligeable de 5% quand on est anti-HBC+. Et là, le risque est plus important selon la biothérapie utilisée, et le risque est plus important si on utilise l'infliximab, qui est utilisé dans les maladies chroniques du intestin, donc les MICI, par rapport à l'ertanercept, notamment pour l'APR. Et la prophylaxie par l'amivudine est bénéfique dans ces situations-là. Comment évaluer le risque pour finaliser tout ça? Donc, il y a 2 niveaux, en fait. C'est évaluer le risque selon l'immunosuppression et évaluer selon le profil du VHB. Il y a un fort risque, on a déjà un déplestif, donc rituximab, chimiothérapie forte avec anthracycline. Et selon les doses de corticoïdes, on décrit 3 risques. Fort risque, haute dose, moyenne dose ou faible dose de plus de 4 semaines. Après, vous avez les anti-TNF-alpha dans le groupe intermédiaire et des faibles risques avec le méthotrexate, notamment dans les PR, dans les maladies rhumatologiques. Et après, le fort risque, selon le statut VHB, c'est antigène HBS+, anti-HBC+, sans anticorps, et avec un profil de faible risque quand on est à un profil, semble-t-il, de guérison. Donc, pour résumer, quand on a un fort risque, on s'intéresse dans tous les cas à faire un traitement prophylactique, par ténéofovir, anticavir, qui sont les molécules à forte barrière génétique de résistance, pendant tout le traitement immunosuppresseur, au moins 12 mois en post-traitement pour éviter les réactivations post-traitement, notamment quand on utilise des biothérapies, et 18 mois, notamment quand on utilise du rituximab. Quand on est dans un risque modéré, on regarde le statut VHB. Si on est antigène HBS+, on est à fort risque, 40%, vous avez vu, donc on fait du traitement prophylactique. Quand on est anti-HBC positif sans antigène, là, globalement, il y a 2 choix. Soit on fait du prophylactique, soit on fait du traitement préemptif, en sachant que dès qu'on est en maladie hématologique, il faut, je pense, faire du prophylactique. Le préemptif, c'est plutôt dans les populations à moindre risque, rhumatologique, médecine interne. Et dans ces situations-là, on peut regarder aussi ce qu'on appelle le titrage des anti-HBS, parce que parfois, on a encore des anti-HBS. Et quand on voit disparaître les anti-HBS, c'est le moment, je pense, de faire du préemptif tout de suite. Ne pas oublier le suivi post-chimiothérapie. Et dans les formes à faible risque, donc on est plutôt dans le préemptif. Et là, on peut peut-être placer la lamivudine dans ces situations à moindre risque d'échappement virologique pour les patients non hématologiques avec une immunosuppression courte et un virus bas. En conclusion, il y a 2 points importants. Donc, le dépistage dans ces populations à risque pour savoir les reconnaître comme fragiles, femmes enceintes, idéalement premier bilan prénatal, indication de biothérapie largement dépister l'hépatite B avec une sérologie complète, maladie inflammatoire, auto-immunité, chimiothérapie générale, notamment pour cancer solide, surtout quand on a des anthracyclines, maladie hématologique dans tous les cas, infection AVIH dans tous les cas, insuffisance rénale, dialyse dans tous les cas. Et après, donc, deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on leur propose? La prophylaxie plutôt que le préemptif, notamment chez les femmes enceintes à forte virémie, au moins 6 logs au 3e trimestre de grossesse. Tous les patients antigènes HBS+, qui sont à fort risque, il faut faire un traitement prophylactique, que ce soit une chimio, une biothérapie, une corticothérapie en médecine interne, en hématologie, en rhumatologie. Monitorer le titrage des anti-HBS peut être intéressant dans ces populations pour lesquelles on ne fait pas de prophylaxie, mais on peut donc gérer comme ça le traitement préemptif, notamment c'est ces populations antigènes négatifs, anti-HBC, et utiliser toujours des molécules à forte barrière génétique de résistance vis-à-vis du VHB qui s'appelle l'anticavir ou le tenofovir. Je vous remercie. On a la place pour une question. Une seule. Peut-être 2. La pause. Juste, Patrick, pourquoi on demande d'arrêter le traitement par Téno chez la femme enceinte à 1 mois après l'accouchement ou 3 mois après l'accouchement? Est-ce qu'il y a un rationnel ou... En fait, le rationnel, c'est que, historiquement, ces femmes n'avaient pas d'indication de traitement d'hépatite B. Donc, poursuivre un traitement contre les virus de l'hépatite B chez les femmes qui n'avaient pas d'indication, qui sont souvent ce qu'on appelle historiquement tolérance immune, comme il n'y avait pas de maladie hépatique sous-jacente et qu'on savait que ce n'était pas un traitement éradicateur, il n'y avait aucun rationnel pour le maintenir pendant des années. Donc, il fallait définir un cut-off de quand est-ce qu'on l'arrêtait. Ce qui faisait peur aux hépatos, c'était le risque de flair, donc de poussée cytolytique post-partum, qui est en fait modeste. C'est toujours entre le 1er et le 3e mois que ça se voit. Et globalement, le fait de l'arrêter... Il y a des études, je ne l'ai pas montré, qui montraient qu'il n'y avait pas de plus de risque cytolytique, de poussée cytolytique, d'arrêt de ce traitement qui n'était pas validé chez la femme, qui était que là pour la transmission mère-enfant. Voilà. Merci beaucoup. Nous pouvons clôturer cette session. Merci aux orateurs et à la salle.